Bonjour. Il est 44 déjà. Ah, ça a chanté les questions-réponses. Hein. Je suis dans le salon des conférenciers après. Donc bonjour. En attendant que peut-être un jour la lumière soit. Donc je m'appelle Christophe. Je fais du JavaScript depuis JavaScript. Et donc ça fait un petit moment, ça fait 24 ans, à titre pro. Et donc voilà, j'ai une petite boîte qui s'appelle Delicious Insights, on fait de la formation, y compris sur JavaScript. Mais pas souvent à Lyon, parce que c'est une ville de SS2I qui ne forme pas leurs employés. Voilà, c'est la ville Cégide. C'est toujours eux qui ont le stade. C'est toujours... Ouais, hein, ouais, c'est ça. Il y en a un qui discrètement genre, ouais mais j'y bosse alors ta gueule. Voilà, donc du coup je viens pas aussi souvent que j'aimerais dans votre magnifique ville. La dernière fois que je suis venu, c'était pour former Orange à la Tour Crayon, dans des locaux des années 60, dans leur jus. C'est Orange, du coup, ils n'avaient pas vraiment Internet. C'était bizarre. Hein. Enfin, moi, via ma 4G, j'avais plus d'Internet qu'eux via le réseau local. Enfin, voilà, c'était un peu bizarre. Ouais, le début, je peux vous le faire à l'oral, ça va, vous n'allez pas trop mourir. Donc, ma conf s'intitule « Quoi de neuf dans ES 2022 ?» car je voyage dans le futur. Et en fait, je la renomme tous les ans à N+3. Comme ça perd pas trop. Et donc, je vais vous parler un tout petit peu de ça. Et d'abord, il faut que je vous parle 2 secondes de ce que c'est ES et ce que c'est que l'ECMA. L'ECMA, en fait, c'est un organisme international de standardisation, initialement européen, mais aujourd'hui un peu tout. Donc comme l'ISO, comme le W3C, comme l'IETF, comme ces gens-là. Et le ES qu'on a au début des vrais noms de JavaScript, c'est ECMAScript en fait. Et ça, c'est le vrai standard officiel pour le langage, même si aujourd'hui, c'est un peu bonnet blanc, blanc bonnet. ECMAScript, JavaScript, bon, same difference. Pendant longtemps, en fait, il y avait une divergence. À la base, JavaScript, c'était l'implémentation d'ECMAScript de chez Mozilla, anciennement Netscape. Celle qu'on avait dans Firefox et tout ça. Bon, aujourd'hui, c'est pareil, tu n'as pas ESConf, tu vois, c'est la JSConf. Hein. Tu dis pas, moi, je suis fort en ECMAScript. Ceci dit, au moins, toutes les RH du monde arrêteraient de confondre avec Java, tu vois. Ce serait pas mal. Parce que on peut pas dire que les langages sont similaires, tu vois. Il y en a un dans lequel tu produis, quoi. Tu vois. Il y en a un qui a de l'avenir et je te laisse. Il appartient à chacun de choisir lequel. Et donc, à l'ECMA, il y a plein de comités techniques et il y a un comité qui s'appelle le TC39, le Technical Committee 39, et c'est lui qui s'occupe de plusieurs standards, dont le standard d'ECMAScript, ECMA 262, le standard pour l'objet INTL, qui est tout ce qui est internationalisation, formatage, règles de pluriel et tout, qui est l'ECMA 402, et même le standard de JSON, par exemple, qui est l'ECMA 404. JSON, tu sais, c'est un format qui est tellement cool que tu n'as pas le droit d'y mettre des commentaires parce que tester, c'est douter. Et tu peux pas non plus y mettre des objets dont tu ne sers jamais, genre les dates, les regex, tout ça, tu vois, parce que sinon, ce serait trop facile, mais fondamentalement, c'est parce que Douglas Crockford est l'humanité. Pour la petite histoire, aujourd'hui, JavaScript, techniquement, est une marque déposée de Oracle. Ils ont un compte Twitter JavaScript officiel. C'est true story. Et donc, tous les 2 ans, ils changent leur marketing. Il y a un mec qui essaie de le capitaliser et toute la communauté le défonce instantanément. Et donc, il retourne dans son terrier. Et donc, non, en fait. Hein. Et donc, on dit JavaScript parce que, vas-y, Oracle, essaie de poursuivre en justice la planète. Oracle, tu sais, c'est un endroit où les technologies vont pour mourir, comme MySQL ou JavaScript, ou la même chose mais sans script. Mais du coup, JavaScript, on l'a repris à côté. Et donc, le TC39, en fait, ils ont un processus pour faire évoluer le langage. Comme ça, n'importe qui peut demander des évolutions au langage. Ils ont un processus comme ça. Et maintenant, à force d'attendre 10 ans entre les versions qui font chier tout le monde, maintenant, depuis 2015, on en sort une tous les ans. Et mon écran n'arrête pas de dire, je te promets, ils essayent au fond. Mais, tous les ans, en juin, il y a une version de ECMAScript qui sort. Celle qu'on a très longtemps appelée ES6, c'est donc ES 2015. Et celle qu'on a un peu appelée ES7, c'est ES 2016. Et là, c'est bon, c'est fini. On dit ES 2017, 2018, 2019, tout ça. Et c'est pas mal parce que quand ES6 est sorti, c'était mouse, mais si tu disais tu fais du ES5, ça n'avait pas l'air trop grave. Si aujourd'hui, tu dis ouais, je fais de l'ES 2009, on sent que tu es un peu à la rue quand même.
tu vois. Et du coup, il y a un phénomène un peu... Et tout ça est totalement transparent et public. Tu vas sur GitHub, GitHub comme TC39, tu vois tout. Toutes les discussions, toutes les propals, tu peux y contribuer. Tous les meetings, parce qu'ils se réunissent donc tous les 2 mois. Essentiellement aux US en ce moment, un peu côte est, côte ouest, côte est, côte ouest, parfois au Japon, parfois en Europe. Et tu vois tous les agendas, tu vois tous les comptes rendus, etc. Et toutes les propositions d'évolution ont chacune leur dépôt et tout le monde peut contribuer. En fait, tu peux même créer le dépôt. Et donc, il y a 5 stades. Je peux passer vite dans les animes, vous ne les voyez pas. Le premier stade, toi là, tu peux ouvrir ton GitHub, faire un dépôt et hop, faire un stade 0 au TC39. C'est le stade qui s'appelle le Strawman. Et c'est un peu en mode doigt mouillé, tu vois, c'est genre... Moi, j'aimerais bien un opérateur licorne. Genre le vrai emoji licorne. Tu peux, hein, JavaScript, c'est Unicode. Puis ça les emmerdera bien sur les claviers américains. Tiens, pour une fois, c'est leur tour. C'est les mecs qui nous ont mis backtick comme opérateur, tu vois. Genre, hey, ça va faire chier tout le monde. Oui. Moi, sur mon clavier QWERTY non international, tout va bien. Ah, connard. C'est un terme technique. Et donc, n'importe qui peut faire comme ça serait bien. Et en fait, à partir du moment où tu arrives à convaincre un des membres permanents, il y a une petite quarantaine du TC39, d'être le champion de ta feature, c'est-à-dire il va la présenter au comité, et le comité va faire ouais, faut regarder. Et là, t'es stade 1. Il y a beaucoup de morts au stade 1. Il y a près de 50% du stade 1 qui n'atteint pas stade 2. Gérard Holtz, je peux pas faire cette vanne en anglais. Et au stade 1, en fait, tu as déjà une petite idée de la gueule de l'API. Ça peut encore beaucoup changer, mais tu as une petite idée de ce à quoi ça va ressembler. Je vais vous présenter un truc de stade 1 aujourd'hui. On aurait pu le faire dans une cathédrale, franchement, c'était JavaScript. Avec de l'orgue et tout. Mais il m'énerve cet écran, parce que même moi, en fait, ça arrête pas de niquer le... Et à ce stade-là aussi, tu t'es un peu posé la question au stade 1 de tout ce qu'on appelle les cross-cutting concerns, qui est le truc le plus chiant quand tu fais une spec de langage, c'est bon, et par rapport à tout ce qui existe dans le langage et dans l'écosystème, comment ça joue ce que je propose? Où est-ce que ça fout la merde? En quoi c'est mieux? Comment ça interagit? Etc. Et ça, c'est sans fin. Et quand tu arrives à passer ce stade-là, là, tu as de beaucoup plus grosses chances de survie. Tu arrives au stade 2, qui est le stade draft, le brouillon. Et là, en fait, tu as fait le texte initial de la spec. Et c'est un texte formel, en fait. Il y a ce qu'on appelle le spec text. Il y a un formalisme précis. Et tu couvres tous les aspects critiques et tu couvres la sémantique technique de ta fonctionnalité. Et les choses peuvent rester au stade 2 assez longtemps, voire être rétrogradées stade 2 dans certains cas, comme ça a été le cas des décorateurs. Et le stade 2, il y a un tout petit peu de mort. Il y a genre 10% de stade 2 qui ne verra pas la lumière du jour. En général, Gérard Holtz, parce qu'il est trop petit. Quand tu passes au stade 3, le stade candidat, alors là tu es à peu près sûr d'y aller. Tu es à peu près sûr qu'un jour, tu seras dans la spec officielle. Le stade 3, le stade candidat, ta spec, elle est finie. Elle a été vérifiée par tous les gens qui vont bien au comité. Elle a été approuvée. Ton API, elle est finalisée. Il ne reste pas de questions en suspens. Tu vas me dire, bah alors c'est bon, hein? Non, pas tout à fait, parce que il faut que les gens s'en servent dans la vraie vie. Et là, tu fais, mais c'est la poule et l'œuf, en fait, parce que mon truc n'est pas encore sorti, et maintenant, il faut que les gens s'en servent dans la vraie vie. Ouais. Babel. En fait, ce qui se passe, c'est que pour passer au stade 4, il faut que, entre autres, il y ait eu ce retour d'expérience. Donc, l'avantage, c'est qu'il y a des transpilers comme Babel, ou des déclinaisons de ça, comme TypeScript, qui vont pouvoir sans doute mettre le truc avant que ça soit officiel, et c'est carrément ce qui se passe en fait. Il y a beaucoup de stade 3 et de stade 2 qui sont déjà utilisables de manière détournée, et puis aussi parce qu'il y a des moteurs, les moteurs JavaScript vont décider, dès le stade 2 en général, et sûr au stade 3, d'implémenter ton truc, évidemment avant que ce soit officiel du coup. V8 en particulier est assez agressif là-dessus, hein. V8 c'est le moteur qui a derrière Chromium, Node, Brave, Electron, tout ça. Et puis le prochain Edge, puisque vous avez vu que le prochain Edge en fait il est basé Chromium et V8, ce qui veut dire qu'on va avoir des features aussi qui n'intéressent pas que Chrome en priorité, mais Microsoft aussi. Pour passer au stade 4, il y a une suite de tests, en fait, ça s'appelle la suite de tests 262, qui est énorme, qui est une suite de tests de compatibilité à la spec. Et donc, il faut que tous les tests pour ta feature soient dedans. Il faut qu'il y ait au moins 2 moteurs qui aient nativement fourni ta feature. Les retours d'expérience, et le gars, le grand patron du TC39, il faut qu'il ait signé avec son sang en 3 exemplaires. Et à partir de là, tu vas être sûr tu pars dans le prochain lot de livraison. Chaque année, c'est ici.
entre janvier et mars, on se tape un lot de livraison. Enfin, on gèle en fait, on gèle le périmètre. Alors, démonstrature. Tac. Et donc voilà, donc à ce stade-là, entre janvier et mars, hop, tu es dans le sprint, annuel. Ce qui, vu l'ampleur du problème, n'est pas si mal. Et donc voilà, là c'est officiel. Et chaque année, le temps que ça fasse tout l'administratif à l'ECMA et tout, ça sort officiellement en juin et dans la spec. Voilà, alors un petit rappel sur, rapidement juste, hop là, non c'est pas ça que je voulais, c'est ça que je dégageais. Voilà, un petit rappel sur les trucs tout récents, je ne vous reparle pas de S2015, il y en a pour 3 jours, je le sais, je fais la formation, ou 2016 où il y en a pour 3 minutes, ou 2017 où il y en a pour 2 jours. 2018, juste pour rappel, on a eu le rest et le spread sur les objets. Vous savez, ce petit opérateur point, point, point là qu'on pouvait faire sur les itérables avant. On peut désormais le faire sur les objets, donc aller récupérer dans une déstructuration nommée certaines props qui nous intéressent et toutes les autres dans un nouvel objet. Et on peut faire le spread également sur les objets. Donc créer un nouvel objet en injectant en surface, donc à un niveau de profondeur, les propriétés énumérables d'objets existants, ce qui remplace un peu tout ce qui est extend, assign et tout ça. C'est JSX en fait, hein, la syntaxe de template de React, qu'on peut également utiliser en Vue et tout ça, qui a inspiré ça. C'est la fête aux expressions rationnelles. Non. Les expressions rationnelles, c'est bien. Il y a un avant-après dans la vie d'un dev, tu sais, il y a les expressions rationnelles, quand tu démarres, tu es en mode non. Et puis un jour, tu sautes le pas et tu fais ah, c'est bien. Un peu comme JSX d'ailleurs. Et donc il y a plein de nouvelles choses sur les expressions rationnelles, notamment les captures nommées. C'est-à-dire que tu peux enfin nommer les groupes que tu isoles dans ta regex. Donc ça se mélange très très bien avec la déstructuration positionnelle. Il y a les look behinds, on avait les look ahead qui imposent des conditions sur la suite sans les matcher. On a maintenant des conditions sur ce qu'il y a avant sans les matcher. Il y a aussi un truc que j'adore qui sont ce qu'on appelle les Unicode Property Escapes. Donc tu peux filtrer sur des catégorisations transverses de Unicode, par exemple tout ce qui est grec ou tout ce qui est un chiffre dans n'importe quelle graphie du monde, sachant qu'il y a des tas de chiffres, pas du tout ce qu'on appelle les chiffres arabes, qui sont en fait pas tout à fait arabes, mais il y a une tonne de trucs. Et ça, c'est extrêmement... Genre les emojis, tu vois. C'est extrêmement important parce que tu as déjà essayé de stocker de l'emoji dans MySQL, même en Unicode, UTF-8 et ECI. Hein, en général, ça fait pouf, c'est tout. Et si c'est pas MySQL, c'est PHP qui fera pouf, c'est tout. Même PHP 7. On a enfin le finally sur les promesses. Je devrais m'en réjouir, mais en fait, écrire des promesses à la main, c'est déjà saut 2000, parce qu'on a Async Await qui est 100 fois mieux, et dans lequel, du coup, on peut dire le try finally normal. Mais c'est bien si tu dois écrire ta chaîne de promesses à la main. Et on a un truc qui fait toujours un peu quand on n'a pas l'habitude, qui est les itérations asynchrones aussi. On a un système depuis ES 2015 qui définit un protocole général d'itération qui est basé sur un symbole qui s'appelle le symbole itérator. Et donc les tableaux, par exemple, sont itérables, les chaînes sont itérables sur les code point Unicode, les maps, les sets, tout ça, c'était itérable. Et maintenant, on a la possibilité de faire des itérations asynchrones, c'est-à-dire qu'en fait, ton opération est asynchrone. Le fait d'aller chercher le niveau suivant de l'itérateur est asynchrone. Mais toi, tu fais une boucle. Cool. Et par défaut, tous les flux dans le front, hein, les flux what working group, donc tout ce que te renvoie fetch et tout ça, et les flux node sont des itérables asynchrones, et tu peux facilement écrire les tiens, et c'est super méga cool. Parce que les boucles comme ça, le petit for await, c'est un peu la classe. Ton salaire augmente objectivement quand tu écris for await. C'est un peu comme quand tu dis orthogonal au lieu de indépendant, ton TGM augmente. C'est... Qui que quoi? D'accord. En ES 2019, ce qui était déjà cette année, hein, je veux dire, c'est plus des news, on le sait depuis un moment. On a l'optional catch binding. Donc ça, c'est, tu sais, des fois, tu fais un try catch, mais en fait, si le catch c'est pas grave, tu vois, c'est genre, oui, mais s'il y a une exception, c'est pas grave, c'est ok, c'était juste un truc en plus. Genre, je voulais charger une dépendance optionnelle, ou je vais tenter la meilleure dépendance et à défaut, je vais charger la moins bonne, mais qui fera la job, comme disent nos amis québécois. Et dans ces cas-là, l'erreur, tu sais, l'objet erreur du catch, tu t'en bats le flanc en fait. Tu vas même pas le loguer. Hein. Et donc, tu étais obligé avant de faire catch, parenthèse, quelque chose et tout. Et donc maintenant, non en fait. Non. Tu dis, ouais, ça c'est de l'aspect de ouf, ils ont dû en chier, tu vois. Rigole pas. En fait, tu n'imagines pas la quantité de merde que ça génère, ce genre de truc. Ça a mis 1 an.
Faut avoir la motive, t'imagines, le gars il se bat pendant 1 an pour enlever parenthèse R, parenthèse. Commitment. On a aussi Object from Entries qui est arrivé cette année. Il y avait Object Entries en ES 2015, où tu prends un objet, en fait, et ça te fait un tableau de paires avec les noms des clés et les valeurs sur les propriétés énumérables strings. Mais tu n'avais pas l'inverse, tu n'avais pas un truc, tiens, voilà un tableau de paires et je veux l'objet. Tu étais obligé de faire un reduce que la plupart des gens n'aiment pas faire parce qu'ils lisent pas la doc. Le développeur ne lit pas la doc, c'est pas éthique, tu vois, c'est pas professionnel. Le seul truc que tu aimes encore moins faire, c'est écrire la doc. Et donc tant mieux parce que du coup, les gens comme moi ont du boulot, tu vois, pour vous former. Et grâce à un super pouvoir qui est que nous lisons la doc. Voilà. Voire nous traduisons la doc. Par exemple, il y en a ici qui font du React. Il y en a qui lisent la doc de React en français. Vous devriez, elle est plus claire qu'en anglais, et je suis bien placé pour le savoir, parce que c'est nous qui pilotons la trad. Et vous devriez, quoi. Et elle est quasi à jour. Promis, il ne reste plus que 2 pages sur le concurrent mode et on est nickel. C'est sorti il y a 2 semaines en même temps. Et elles font toutes genre 80 000 signes, les connasses. Tu vois. Donc voilà. Et on enchaîne, on vous fait des trads aux petits oignons. Donc on a Object from Entries. Tu vois, Object from Entries, par exemple, c'est pas mal si tu veux simuler des choses comme le pick ou le omit de Lodash. Ça se fait assez facilement. On a aussi Trim Start et Trim End. Ça, franchement, on avait grave besoin. Parce que c'est tous les jours que je vais enlever l'espacement au début ou à la fin, mais pas des 2 côtés. Bah non, en fait. Mais apparemment, il y a des gens qui avaient besoin. Et soit dit en passant, attention, c'est pas le vieux trim des familles, tu sais, où t'as que l'espace ASCII, le code 32, mais pas les vrais espaces de la vraie vie, genre l'insécable et tout. Non, c'est tous les whitespace Unicode. Y compris les whitespace dont tu n'as jamais entendu parler, tu vois, qui servent juste à piloter la césure ou des choses comme ça, ou le quart de fine insécable aux enzymes de fruits, tu vois, enfin des trucs vraiment... Et on a flat et flat map, ça c'est cool, ça. Tu sais, flat, c'est quand tu as un tableau de tableau, et tu veux l'aplatir, parce que tu as fait un truc récursif ou n'importe quoi, ou un map qui a renvoyé des tableaux, et merde, et donc tu veux l'aplatir. On ne l'a pas appelé flatten. Vous savez pourquoi ? Chaque fois qu'il y a un nom bien mais pas top en JavaScript, c'est toujours la faute du même. C'est la faute à MooTools. Qui ici est dans ce métier depuis suffisamment peu longtemps pour ne pas savoir ce qu'est MooTools ? 80% normalement. Non, vous faites tous du JavaScript depuis 20 ans. Non, parce que post-2010, MooTools... Et je sais bien qu'ici en 2010, il y en a, ils étaient en primaire. Hein. Donc, non, et en fait, MooTools, il a juste pourri des tas de prototypes avec des noms qu'ils refusent d'enlever et qui n'ont pas la bonne sémantique. Et donc, à chaque fois, c'est genre, bon. Il y a suffisamment de gros sites qui ont encore un MooTools qui traîne dans un coin. Genre, il y a une régie pub qui utilise MooTools. On est foutu. D'accord ? Les régies pub mettent à jour leur code chaque fois qu'il y a, tu sais, le truc Maya, là, tous les 35 000 ans. Voilà, à ce moment-là. Donc, elles sont en HTML 2.0. Voilà. Et on a donc flat avec un niveau de profondeur, par défaut c'est 1, mais tu choisis à quel niveau de profondeur tu y vas. Et on a aussi flat map, qui justement fait à la fois un flat et un map, mais en une seule fois. C'est-à-dire c'est comme si tu faisais un map qui renvoie potentiellement les tableaux, mais tu n'as pas une première passe qui map, une deuxième passe qui flat, c'est plus performant, il fait les deux d'un coup. En plus c'est un itérateur, donc c'est plutôt cool. Donc ça c'était 2019. Mais moi je suis là pour vous parler de ce qui va venir. Parce que c'est pas rigolo si c'est déjà officiel, tu sais, tu te sens pas genre élite. Tu vois. Donc, tu sais, même ton manager en SS2I fait « ouais, ok ». Alors que ça veut vraiment dire que tu t'ennuies, là, tu vois. C'est normalement, si ça a moins de 5 ans, en SS2I, non, on n'utilise pas. Carrefour, il ne voudra pas. Accenture ne voudra pas. Ernst & Young ne voudra pas. Capgemini ne voudra pas. On n'est pas à Grenoble, sinon j'aurais dit Bull ne voudra pas. Bull existe encore. Donc que des projets de l'État. Ils existent encore. ES 2020, on a match all. Est-ce que c'était déjà arrivé de faire un match avec une expression globale pour tout choper, sauf que dedans, il y a des groupes et tu les as pas. Et tu fais, mais c'est de la merde. Ah, JavaScript. Non. On a enfin match all qui fait la même chose, qui va te sortir tous tes petits groupes correctement. Il te sort un tableau de match result, en fait. Ça y est, il était temps. Tu n'es pas obligé de choisir entre global et je fais des groupes et je me fais chier avec les last index et les sticky et tout. Non, c'est fini.
Moi, j'aime bien l'expression rationnelle. Hein. Je sens bien que ça vous passionne. En vrai, c'est la vie, hein. Mais on ne te les enseigne pas. Et la première que tu vois en général, c'est la vraie expression rationnelle pour les mails, qui fait 2 écrans. Et là, tu fais ah non. Voilà. Alors qu'en fait, c'est super cool. C'est vraiment rationnel. Le import dynamique. Alors lui, c'est marrant parce qu'en fait, il arrive en 2020, mais on s'en sert depuis 3 ans. Il est simulé par Babel, il est simulé par Webpack et tout ça. Et c'est ce qui nous permet d'aller importer dynamiquement un module. Ça renvoie une promesse, donc on peut faire des await et tout ça. Donc aussi bien des modules en fait qui sont mastoc, on ne veut pas les charger d'entrée de jeu, comme là-haut par exemple, tout l'interpréteur Babel. Bon voilà, un meg. Bonjour. Donc tu n'as pas envie forcément de l'appeler avant que tu t'en serves, en fait. Si tu as 90% de tes users qui ne s'en servent pas tout de suite, autant ne pas charger le bundle tout de suite. Donc ça, c'est des choses où Webpack code splitterait, par exemple. Puis pas que Webpack, hein, Parcel, Rollup, tout ça. Ou alors parce que tu veux faire un import dynamique. Les imports statiques, le nom, il est en dur. Quand ça dépend du contexte, ça te permet aussi de faire ça. Donc ça y est, il est enfin officiel, même si en fait, on s'en servait tous depuis un petit moment. Hein. Mais voilà. Il arrive, tout ça, c'est sûr. C'est-à-dire que c'est déjà stade 4. On a aussi BigInt. On a un nouveau type, dis donc. C'est pas tous les jours. Hein. La dernière fois, c'était en 2015. Et avant ça, c'était en 98. On a un nouveau type qui est le type BigInt. Ce n'est pas Number, même s'il est un peu interopérable avec Number. Ce sont des entiers de taille infinie. On les a dans pas mal de langages. Dans Java, tu as Big Decimal. Dans Ruby, c'est automatique. Ruby, il convertit tout seul. C'est assez impressionnant. Tu fais hey, 2 à la puissance 3000 pour voir. Bim, hop, tout de suite, tu as un chiffre qui fait 8 écrans de ton terminal. Tu vérifies pas, tu fais confiance. En fait, donc, au niveau littéral, tu les vois parce qu'il y a un N minuscule à la fin. C'est comme dans beaucoup d'autres langages qui ont le même truc, qui ont des littéraux. On n'a pas sorti une convention comme ça juste de notre cul. Hein, terme technique. Tu peux aussi utiliser BigInt en tant que fonction, comme avec tous les autres types. Voilà, tu peux faire des gros trucs. Alors, en égalité stricte, ça ne marchera pas avec les numbers, parce que ce n'est pas le même type. En égalité laxiste, ça marche. Il y a conversion. Et la plupart des opérateurs fonctionnent. Il faut juste faire attention à la division, parce que pour le coup, on est vraiment sur des entiers, contrairement au number JavaScript, qui est le type double, qui est flottant. Donc, 5n divisé par 2n, ça fait 2. Et nous, en programmation, on trouve normal que 5 divisé par 2, ça fasse 2, tu vois, ça choque personne. On est vraiment bizarre. Tu sais, parce qu'à priori, à la fac, on t'a pas appris ça, ou à l'école avant. 5 divisé par 2, ça fait pas 2. Hein, en général, non. Mais chez nous, ouais, ok, d'accord. Donc voilà, on a ce type-là qui est important, pas tellement pour la crypto, parce que les opérations ne sont pas en temps constant, mais pour un million de choses. On fait aujourd'hui tout et n'importe quoi en JavaScript, et notamment pour tout ce qui est Astro, tout ce que fait la NASA en JavaScript, et SpaceX font énormément de choses. Pas en Java. Parce qu'on n'a pas le temps, en fait. Le temps de boot, hein, s'entend. Tout ce qui est géométrie fine, également, qu'on a besoin de précision, un peu violent. Voilà, ces gens-là, ils ont ce qu'il faut maintenant. Il y a aussi un petit combinateur de promesses. Qui ici fait des promesses? Pas assez, les gens, hein, pas assez. On avait promise race et promise all. Et on a maintenant promise all settled. Donc all settled, en fait, il ne court-circuite jamais. C'est-à-dire qu'il va te renvoyer tout le temps un tableau de tous les aboutissements, que ça soit des rejets ou des accomplissements. Alors que promise all, il court-circuite sur le premier rejet. Promise race, il court-circuite sur le premier établissement. Et on aura en 2021 promise any qui court-circuite sur le premier succès. Qui sinon te renvoie tous les rejets. Donc comme ça, tous les scénarios de combinaison de promesses seront couverts. On a aussi Global This. Vous avez remarqué, l'objet global, c'est un concept super glissant en JavaScript. Si tu fais que des pages web, tu dis bah non, c'est Windows. Pas en mode strict, déjà.
Et puis, il n'y a pas que les pages web. Il y a les workers, dans lesquels c'est self. Il y a les shells, dans lesquels c'est this. Il y a node, dans lequel c'est global, le bien nommé. Et il y a encore d'autres contextes foireux de merde, genre je suis dans un frame set avec une CSP pourrave. Je n'ai pas accès à mon objet global, sauf en faisant un hack, en générant une fonction à la main parce que je fais du vaudou la nuit. Donc, on a enfin un standard avec un objet qui s'appelle global this et qui te garantit que, quel que soit le contexte, c'est bel et bien l'objet global. Et l'avenir. Tu vois que je suis sur un vieux Mac parce que mes emojis sont nazes. T'as vu? Il n'y a même pas de... Je sais pas, il y a pas... T'as l'impression que maintenant il y a des effets serrants de THX sur les emojis, je sais pas. Et l'avenir. Alors, ce qui va arriver un peu sûr, c'est le stade que vous avez à droite. Donc là, stade 3. Donc ça va venir. Voire c'est déjà là. Les séparateurs numériques. Parce que c'est bien de pouvoir lire des gros chiffres sans avoir à recompter 8 fois. Ou de comprendre la sémantique d'un chiffre. C'est mon petit chéri celui-là parce que je suis co-auteur de cette spec. C'est un truc qu'il y a dans plein d'autres langages, même Java. Où tu peux mettre des underscores en fait, là où c'est pratique, et en fait ça ne change rien à la sémantique du nombre, c'est juste que tu peux lire quoi. Tu sais, quand tu vois genre 10 milliards et que c'est que des zéros collés, tu es tout le temps là genre... Avec la sélection, tu sais, 1, 2, 3, 4, tu sais, hein, tu étais là, attends, ou tu carrément, les gros geeks, genre dans VI, tu vois, ils font la différence des numéros de colonne, tu sais. Mais bon, là, tu vois tout de suite, c'est 1 milliard, pareil, tu vois tout de suite, a priori, vu là où j'ai placé le underscore, que ce sont des cents, je travaille en virgule fixe à 2 chiffres, ou à 4 chiffres, ou 6 chiffres en finance, où je découpe les quads ou les words dans des valeurs comme ça, hexadécimal ou binaire ou machin. Il y a le droit dans tous les littéraux numériques, y compris la partie fractionnaire pour le décimal, pour le coup, parce que tu ne peux pas faire de fractionnaire en binaire, en octal ou en hexa. Et bon, il n'y a que des contraintes de bon sens, du style, je ne peux pas mettre le underscore sur les bords ou en mettre plusieurs les uns à côté des autres, voilà, des conneries comme ça. Normal quoi, mais du coup c'est super pratique, ça marche déjà hein, dans V8, on l'a déjà avec le flag experimental. Et il y en a un autre aussi. Firefox est en train de le shipper. Voilà, donc c'est cool, on peut déjà jouer avec. Ça c'est super cool aussi. Oh putain, on l'a attendu longtemps. C'est 2 propals en fait. Le chaînage optionnel d'un côté, le nullish coalescing. On n'a pas trouvé la bonne trad encore. J'attends que Julien nous la sorte. De l'autre. Ça c'est quand tu sais, tu veux traverser une chaîne d'objets comme ça pour aller chercher une fonction, une propriété ou un machin, et à différents endroits de cette chaîne, potentiellement, non. Potentiellement, c'est nul ou undefined, tu vois. Et donc, tu sais, tu finis par imbriquer des ternaires de ouf, dégueulasse, merci Prétior quand même, mais néanmoins, avec des double égale nul, machin, sinon, ceci ou cela, ou truc, ou bidule, ou alors tu fais des ou objets vides en répétition, enfin, c'est l'enfer. Maintenant, en fait, tu peux juste faire interrogation point. Alors, interrogation point, ce qu'on appelle le Elvis opérator, puisque c'est les yeux avec la banane par-dessus. Ça s'appelle vraiment le Elvis opérator. Hein. C'est vraiment le nom qu'on utilise au TC39. Voilà, tu as appris un truc, là, tu tweets, là, hein, j'avoue. Hein, voilà. Donc, cet opérateur-là, en fait, interrogation point, c'est pour l'indexation directe, là où tu aurais fait un point. Tu as interrogation point parenthèse pour là où tu aurais fait un appel, mais potentiellement la fonction est nulle, ou undefined. Et tu as interrogation point crochet pour les indexations indirectes. Tu vas me dire, mais pourquoi tu as laissé le point? C'est pas beau. Tu crois que ça nous amuse? On l'a fait parce que interrogation, ça veut dire quelque chose. En JavaScript, c'est le début du ternaire. Et si tu enlèves le point dans ces cas-là, il y a une ambiguïté de syntaxe possible. C'est-à-dire que tu peux te retrouver avec ça peut être un ternaire ou ça peut être un nullish, un optional chaining. Donc on l'a gardé, au moins ça te saute un peu à la gueule. Ça qui est bien. Et donc la sémantique du truc, c'est que tu peux avoir une expression aussi longue que tu veux et peut-être même qui démarre seulement avec interrogation point et derrière non. En fait, l'idée, c'est que tu utilises interrogation point que lorsque c'est légitime qu'à gauche, potentiellement, soit nul ou undefined. Si à partir du moment où tu as déjà traversé l'interrogation point, le reste est censé être nickel, tu n'as plus besoin de le mettre. Le principe, c'est que sur interrogation point, peu importe la combinaison des trois, là, mais le principe, c'est que sur toute l'expression de chaînage, à partir du moment où à gauche, c'est nul ou undefined, on ignore tout le reste, on vaudra undefined. Donc tu pourrais faire, si juste le début est potentiellement pas là et le reste ça va, tu peux faire A, interrogation point B, point C, point D, crochet E, machin. Si A est effectivement nul ou undefined, on ignore tout le reste qui sera A undefined du coup. D'accord, donc c'est pratique. Et ça se mélange très très bien avec le nullish coalescing qui est l'opérateur double de points.
Là, tu dis, ah merde, il faut que j'utilise d'autres marqueurs dans mes code review maintenant. Voilà. Le double de points, n'importe quoi. Double point d'interrogation. Personne ne me corrige. Tout le monde est là, de toute façon, on n'avait pas les slides au point où on en est. Le double point d'interrogation, en fait, c'est le ou logique en mieux. Tu sais, souvent, tu utilisais le ou logique pour dire ce truc-là ou à défaut telle valeur. Le problème de ça, c'est qu'il y a plein de valeurs tout à fait valables qui sont falsy, genre 0, la chaîne vide, tous ces trucs-là. Et des fois, tu les veux. Et le ou machin, tu vois, genre, délai d'animation ou 15. Oui, mais si en délai d'animation, j'ai mis 0 et que c'est censé être valable, c'est raté, ça sera 15. Donc, tu commences à faire des type of, triple égal undefined ou des choses comme ça, ou du double égal nul pour faire nul et undefined avec des ternaires. Le double point d'interrogation, c'est exactement ça. C'est un opérateur binaire, donc deux opérandes. Si à gauche c'est nul ou undefined, on prend ce qu'il y a à droite, sinon on prend ce qu'il y a à gauche. Voilà, c'est la version propre. Alors évidemment, ça se mélange super bien avec celui de gauche, avec l'optional chaining, parce que tu fais alors ça, éventuellement ça, potentiellement ça. Mais si ça chie là-dedans, je prends ça. Hein, ce qui est juste super cool. Et ça, c'était pas le texte de la spec que je viens de vous faire. Ça aurait été un petit peu approximatif. Mais voilà, c'est ça le principe et c'est vraiment super cool. Ça aussi, partout où il y a l'optional chaining, ça vous l'avez déjà pareil avec des genre dans Chrome 80 ou Chrome 118 avec le flag experimental JavaScript, vous l'avez. C'est déjà dans V8 depuis la 7.2, je crois, un truc comme ça. Et on arrive bientôt à V8. V8, c'est dans pas longtemps. Le await à la racine. Qui ici fait du async await? C'est trop bien, hein? Ah, ça change la life, c'est un truc de fou. Mais, tu peux pas faire de wait à la racine. Tu es obligé d'être dans une async. Ce qui souvent n'est pas très très grave, mais quand c'est la racine de l'initialisation d'un module, par exemple, ou des choses comme ça, ou ta ligne de commande, ou tu sais, ta REPL dans les DevTools, ou dans Node, ou machin, c'est chiant de devoir faire une espèce de fonction asynchrone que tu appelles tout de suite et tout. Et ben maintenant on peut. Enfin on peut. Dans ce stade 3, on peut. Je ne pense pas qu'on atteindra le stade 4 d'ici mars. À mon avis, c'est 2021. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, on l'a déjà un peu nativement. Dans les lignes, notamment les lignes de commande interactives, donc les DevTools de tout ce qui est Chromium, donc Chrome, Brave, Electron et compagnie, le prochain Edge. Dans le shell Node interactif aussi, dans la console, le Web Inspector de Safari, on a déjà le wait en racine. Tu peux faire du coup tes DevTools, tu fais await, fetch, machin, youpi, c'est parti. Et tu vas pouvoir faire la même chose dans tes modules avec MassScript pour avoir une initialisation dynamique asynchrone de tes modules. Et ça, c'est cool aussi. Sur les classes, bon, tu ne devrais pas faire des classes, on est d'accord, hein? Souvent, la fonction, ça suffit. Tu n'es pas obligé de prouver à toute force que tu as fait des cours d'informatique. Même quand tu fais du React, on l'a vu qu'avec les hooks, les classes, ça sert à rien. C'est le H de Hawaï. Mais néanmoins, quand tu fais des classes, on a enfin des tas de trucs où ça y est, vraiment, on est comme les autres. En fait, on a 3 propositions qui sont stade 3 qui seront peut-être là d'ici 2020. En tout cas, 2021, c'est certain. 2020, c'est pas exclu. Daniel Boss s'arrache pour ça. Daniel Ehrenberg. Il y a une proposition pour tout ce qui est membre privé. Donc, champ privé d'instance et statique, méthode privée d'instance et statique. Ça, c'est intéressant, c'est des trucs avec les dièses, on va en parler dans 2 secondes. Il y a des petits, c'est infiniment mieux que le private de tous les autres langages, qui en fait n'est pas vraiment private. On a les champs, les initialiseurs de champs, d'instance et statique. Donc ça, c'est quand tu me vois faire bidule égal à même le corps de la classe, que ça soit en statique ou sans le statique, auquel cas c'est d'instance. C'est très populaire dans l'univers React, notamment, pour initialiser les champs sans faire un constructeur. Les gens ne comprennent pas forcément très bien comment ça marche. Il ne faut pas oublier qu'en fait, ce truc-là, là, tu vois, genre state égal, là, ça, c'est comme si tu avais ce code-là dans le constructeur avec this point devant. Et c'est pour ça, notamment, que dedans, dans l'expression, tu peux utiliser this. Ce qui est un peu ambigu, tu sais, parce que tu es dans le corps de classe. Tu fais, mais si je fais ça dans Java, this, c'est la classe. Et en Java, en général, c'est pas la classe. Donc, faut que j'arrête de travailler quand même un peu. C'est Lyon, il y a des javaïstes, hein, c'est sûr. Hein. C'est comme quand je suis à Devox. Hein. Enfin, je fasse attention. Hein. Faut que je rentre vivant. Mais je pars vite après, ça va. Il y a un talk, je crois. Ah non, c'est à Cantefoux. Il y aura un talk sur toutes les nouveautés de Java dans les 3 prochaines années. Je vais faut quand même que j'y aille, on ne sait jamais. Ça se trouve, ça va me faire comme avec PHP. Je ne suis plus vraiment de matière à troller. Tu vois, PHP 7 est tellement mieux.
Donc tout ça, c'est l'initialiseur de champ. C'est assez pratique aussi, notamment pour le statique. Et puis les méthodes qui peuvent être également privées. Et donc tu vois, le truc avec les dièses, là, ça c'est du privé, mais c'est du privé de chez privé. C'est-à-dire que si c'est du code qui est en dehors du code de la classe en question, il n'a aucun moyen, absolument aucun, même avec tous les hacks de la planète, d'aller accéder aux champs ou aux méthodes privées d'un objet qui n'a pas la même classe que lui, en fait. C'est juste pas possible. Alors contrairement aux mots-clés private, parce que la plupart d'entre vous savez peut-être que vous soyez en Ruby, en Python, en PHP, en Java, en C#, private, c'est plus pour info. C'est plus un truc qui dit « je te préviens, si tu touches, moi je garantis rien ». En fait, c'est ça fondamentalement. Si tu l'appellerais underscore quelque chose, ça serait pareil. Parce qu'il y a toujours une API pour contourner le private. Des fois, tu as quand même ce qu'on appelle un safe mode. Tu peux lancer ta VM dans un mode particulier qui empêche ça, mais la plupart des gens ne le font pas. Et tu as toujours une API de réflexivité ou de choses comme ça, le send en Ruby et tout, qui te permet de hop là, on s'en fout, on passe. Là, non, en JavaScript, tu ne peux pas te permettre. Il y a des tas d'objets particulièrement, il y a des scripts particulièrement agressifs dans la même page que toi. Ce n'est pas toi qui as la main là-dessus. Tu as des scripts qui viennent de Facebook. Tu as des scripts qui viennent de Regipub. Tu as des scripts déguisés en Regipub qui en fait sont des Bitcoin miners. Tous ces trucs-là, ils trollent l'object space à la recherche de clés d'authentification OAuth et tout ça. Donc c'est super dangereux s'il n'y a pas de vrai private. Donc ces trucs-là sont vraiment, vraiment, vraiment privés. Et il n'y a que les autres objets de la même classe que toi qui peuvent y accéder. Puisque de toute façon, s'ils ont la même classe que toi, ils sont dans le même code, ils ont la main. Donc... Et même à l'appel, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas qu'à la déclaration, c'est à l'appel, quand tu vas prendre this point ou tel objet point, tu es obligé de mettre le dièse derrière. Donc ça se voit même à l'appel que tu es en train d'appeler un private ou de lire un private. Et il y a un petit truc rigolo, c'est que tu peux pas indexer ces champs-là dynamiquement. Parce qu'en fait, tu peux pas les nommer dynamiquement. Leur nom ne contient pas le dièse. Mais leur nom, c'est, par exemple, dièse host token, son nom, c'est ni host token, ni dièse host token. Tu ne peux pas y accéder sous forme d'une string avec crochet ou un truc comme ça. Il faut que tu fasses point dièse host token. Le dièse, au départ, est ce qu'on appelle techniquement un sigil, c'est-à-dire c'est un marqueur préfixé sur un nom qui indique une caractéristique de ce nom-là, mais qui ne fait pas partie du nom. C'est tout un bordel, tu verras, au niveau de la grammaire, on s'est fait yesh. Mais il y a des vraies raisons pour ça. De sécurité essentiellement. On a les décorateurs aussi, qui sont stade 2. Alors eux, on aurait dû les avoir en 2017 en vrai. On était à ça, putain. Et juste en janvier, il y a un cum du bout du monde qui lève le doigt et qui fait « Hey, j'ai trouvé un cas à la marge de connard !» Et là, tu as tout le comité qui fait « Mec, vous pouvez pas la fermer !» Et parce que c'était vraiment pas le truc, on veut le corriger en 2.2, tu vois, c'est genre, il y a un problème du cœur du noyau de la conception du Bozin, et hop, rétrogradé stade 2. Yehuda Katz, il a fait une dépression. Et donc on est revenu, mais ça valait le coup d'attendre. Et donc les décorateurs en fait sont déjà vachement utilisés. Si tu fais du Ember, tu fais du Angular récent, tu fais du MobX, tout ça, on utilise énormément les décorateurs. Tous les gens qui font du TypeScript, il y a des gens qui font du TypeScript ici ? Ah, cool. Il y a beaucoup les décorateurs en TypeScript, ils sont là depuis un moment aussi, ils collent évidemment à la spec. Et les décorateurs donc, permettent aujourd'hui de décorer soit des classes, soit des méthodes individuelles. Et en fait, le langage fournit la plomberie, le mécanisme de base de définition de décorateur. Il ne fournit pas les décorateurs. Enfin, il fournit quelques décorateurs de très bas niveau pour la plomberie. Et ensuite, c'est la communauté en fait, qui fournit des libs sur NPM ou machin, qui fournissent tous les décorateurs que tu veux. Et c'est super cool parce que tu as genre @deprecate qui va te balancer les warnings quand tu appelles, @memoize qui va mémoiser automatiquement ton truc pendant un certain temps, autobind, le grand classique qui garantit que le 10 fonctionne, @override que j'aime beaucoup aussi qui te garantit contre les fautes de frappe. Tu vois, genre par exemple, tu l'as appelé Redner. Puis tes yeux le voient pas parce que évidemment que c'est Render, tu vois. C'est toi qui l'as écrit, tu ne fais jamais de faute de frappe. Et tu comprends pas pourquoi elle n'est pas appelée. Alors que si tu la tags en override, en fait, il va vérifier qu'il y a bien Redner dans la classe du dessus, tu vois. Sinon, c'est louche. Et là, il fait, non, en fait. T'as fait une faute de frappe, Robert. Hein, sauf si tu utilises une lib comme Tpaio, qui est là exprès pour corriger tes fautes de frappe à l'exécution. What? Tpaio, en fait, c'est une typo de typo. C'est pas mal. Ça utilise des proxys et une distance de Levenshtein, tu vois, c'est génial. Tu fais mon tableau point plop. Et il fait c'est pop.
Ou .fuck et c'est push. Tu vois. Ou .shit et c'est shift. En fait, tu peux vraiment écrire, mais dégueulasse. Tu vois. Et ça marche, tu vois, ça tombe en marche, en fait. Et donc, c'est une preuve de concept rigolote, mais fais pas ça en prod. Hein. Viens pas dire Portenoeuf, vous avez dit Payot pour coder avec le cul. Non, non, non. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Mais c'est super rigolo. Il y a aussi un truc qui est vraiment cool. Je peux pas vous montrer l'exemple de code parce que l'API est trop en fluctuation aujourd'hui et il n'y a pas encore de. Mais c'est temporal. Qui ici utilise Moment.js? Vous n'avez pas entendu parler de Loxon? Qui ici utilise Loxon? C'est le successeur de Moment.js. C'est la même chose mais en bien. C'est le créateur de Moment. Hein. Mais juste il a fait si je pète Moment comme ça, toute la communauté va m'assassiner et tout. Ils vont envoyer des gens chez moi. Donc je vais faire une lib à part. Loxon. Et bref, voilà, Moment. Loxon et compagnie, DateFNs, incontournable. Mais c'est des libs épaisses, surtout quand tu commences à rajouter les time zones ou des choses comme ça. Tu les bundles mal dans Webpack en général, tu ne mets pas le ignore plugin qui va bien ou tout ça. Et ça arrive en 1000 fois mieux cache dans la runtime. Ça s'appelle temporal. Ça gère tous les cas de la planète, y compris la différence entre un intervalle et une durée, ce genre de truc, temps local, temps absolu, temps calendaire. Le temps réduit à l'année et au mois, ou au mois et au jour pour les anniversaires par exemple, ce genre de choses. Ça gère ça super bien. C'est Maggie Pines qui en parle. Elle fera un talk là-dessus à Dodge.js cette année, le mec qui cross-sell les conférences. Donc ça va être vraiment vraiment génial, mais c'est massif pour faire ça vraiment bien. Ça fait déjà 3 ans qu'ils bossent dessus, quasi à temps plein, Maggie et Brian Terson. Et voilà. Watch this space. Dès que ça arrive stade 3, on aura des beaux exemples qui tuent leur race. Et je pourrais vous en montrer. C'est super intéressant. La programmation fonctionnelle. Qui aime la programmation fonctionnelle? C'est pas encore assez de gens, mais ça va mieux. Il y a quelques années, il n'y aurait eu personne. La programmation fonctionnelle est en train de faire un comeback en force dans JavaScript. Et c'est tant mieux. Que ce soit via des libs, que ce soit via le langage. Et on a des trucs actuellement stade 1. Tu as vu stade 1. C'est-à-dire ils seront peut-être pas là. Tu les auras peut-être pas. À tes risques et périls, mais il y a déjà des transformés Babel depuis longtemps, tu peux t'en servir. Et on a de plus en plus de choses orientées programmation fonctionnelle en JavaScript, qui est un langage massivement fonctionnel à la base, hein, qui est très très inspiré de Scheme. Par exemple, il y a la pipeline. Rien, la pipeline, franchement, c'est pas cool. Ça n'a pas une bonne tête. Hein, pipe supérieur. C'est l'inverse de appel de fonction dans appel de fonction dans appel de fonction dans appel de fonction dans appel de fonction, où à la fin, tu as 5 parenthèses fermantes. Tu sais, on dirait du Lisp. Et là, non, tu le chaînes comme ça, c'est différent. Et en fait, tu as 2 choses ici. Tu as la pipeline, donc ça, c'est les pipe flèches, hein, qui dit, alors, ce truc-là, tu vas le filer en argument de ce truc-là, et tu vas filer le résultat en argument de ce truc-là, etc. C'est super lisible. Et là, tu vois, la point d'interrogation, là, ça, c'est un autre standard, c'est l'application partielle. L'application partielle, c'est quelque chose qu'on pouvait faire depuis longtemps avec Bind, notamment en JavaScript. Ça consiste à pré-remplir certains arguments. Mais avec Bind, c'était forcément les premiers. Là, tu peux mettre un ou plusieurs points d'interrogation aux positions que tu veux. Et ça correspond aux valeurs qui vont être, le moment donné, transmis. Ça crée le wrapper pour toi, en fait. Ça t'évite de faire un truc genre parenthèse X, parenthèse flèche, map X, virgule, machin. Tu vois ? Ça le passe pour toi. Et du coup, c'est le bonheur. En plus, ici, on a un truc qui est rigolo, c'est que si... C'est pas les filters map et tout de array, ça. Parce qu'il faudrait les appeler sur l'array. Donc ça marche pas, il faut que ce soit des fonctions libres, comme celles fournies par Lodash ou tout ça, par exemple. Hein. Mais ce qui est rigolo, c'est si ces fonctions-là sont implémentées comme des itérateurs. Genre à droite, là, que j'ai implémenté avec un générateur. Ça veut dire qu'elles sont lazy. Ça veut dire qu'elles vont pas précalculer chaque étape. Elles vont juste les calculer au fur et à mesure qu'elles sont consommées. Donc si à la fin, tu as un gros slice qui prend que les 3 premiers éléments et que dans Numbers, il y en avait 1 million, en réalité, tu passes que à raison des 3 premiers éléments dans le filter et dans le map. Et ça, c'est la méga classe. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a EUREFROM, où tu dis, mais ça sert à quoi? Il y a le spread. Ouais, mais EUREFROM, c'est une fonction, et tu peux donc la passer comme ça, en callback ou en chaîne, dans les pipelines. Et c'est la folie. Ça, quand tu as des grosses chaînes comme ça, ça peut clarifier le truc, mais de dingue. Et surtout, ça t'ouvre la voie à des performances assez folles. Donc moi, j'adore ça. Et on a le pattern matching à la Haskell, tu vois. Alors, le pattern matching, il y en a qui font du Reason par hasard. Ah, et t'es pas chez Facebook. Parce qu'il n'y a que qu'on fait en prod. Hein. Et c'est d'ailleurs, c'est le plus fort salaire.
Je crois que ça démarre à 18 ou 19 000 par mois, ce qui te permet de t'offrir peut-être une chambre partagée dans un studio à Facebook, enfin à San Francisco, quoi. Ce pattern matching là, c'est quelque chose qu'on a beaucoup en programmation fonctionnelle depuis longtemps. Ça te permet en fait de décrire des variations d'implémentation de ta fonction en fonction de l'aspect de tes arguments, leur aspect structurel. Par exemple, là, tu as une fonction longueur qui va prendre un vecteur, et en fait, suivant que ce vecteur est décrit sous forme d'un vecteur 3D avec un objet avec x, y et z, ou alors un vecteur 2D avec x et y, ou alors un tableau, tu vois, elle va travailler différemment. C'est super lisible. On a fait exprès de mettre ce qu'on appelle la thin euro, la flèche fine, parce qu'on avait déjà la fat euro avec le égal. Au passage, fat euro, c'est vraiment dégueulasse comme nom. Elle a rien demandé, la flèche, tu vois. Si ça se trouve, c'est physiologique. Elle y peut rien, elle a une super hygiène de vie, mais voilà, personne ne lui demande. Body shaming, quoi. Donc on a en tout cas maintenant, du coup, la thin euro était libre, on s'en est servi. En plus, fat euro, franchement. Tu sais comment il s'appelle l'opérateur égal supérieur en Ruby? C'est le hash rocket. En Ruby, tu as un opérateur qui s'appelle le TIE Fighter. Fat euro, franchement, on pouvait faire mieux. Hein. C'est pas sympa. Donc voilà, on a plein de trucs de programmation fonctionnelle qui arrivent. Et on a un truc, celui-là, mais j'espère tellement qu'il va arriver pour les gens qui font des classes, en tout cas. C'est les protocoles. Il y en a parmi vous qui... Il y a les rubistes dans la salle? Modules? Voilà, donc live. Il y a les javaïstes. N'ayez pas peur, sans déconner, on est potes. Il y a des javaïstes? Non! Ma réputation m'a précédé, alors. Parce que depuis Java 8... les interfaces sont plus que des interfaces. Tu peux mettre des bouts d'implémentation quand même dedans. Alors, tu as quand même d'autres problèmes d'espace de nom global, de clash de nom et tout ça, mais tu as des trucs. Et il y a des PHPistes. C'est la France, il y a forcément des PHPistes, statistiquement. Voilà. Les traits, vous voyez les traits? C'est pareil, problème d'espace de nom, de clash et tout, mais il y a cette histoire de implémentation partielle qu'on peut injecter dans un autre à condition que, par exemple, il implémente telle méthode de base et tout ça. Les protocoles, c'est un peu la même chose, mais carrément stéroïdé, quoi. C'est-à-dire qu'on peut déclarer un protocole et vous voyez, il y a des noms comme ça qui n'ont rien derrière, ou là, point-virgule, mais les points-virgules, ça ne sert à rien. Et ça, en fait, ça décrit ce que tu exiges de l'hôte. Ce sont des symboles, automatiquement, donc il y a une garantie les symboles ne peuvent pas clasher au niveau des noms, c'est pas possible. Et derrière, tu implémentes tout ce que tu vas fournir, que ce soit des accesseurs, des méthodes ou ce que tu veux, sur la base de ces méthodes ou ces champs qui seront fournis par les objets hôtes. Et tu peux même, c'est assez fort, tu peux à la volée, quand tu déclares le protocole, fournir son implémentation pour des classes connues. J'en ai built-in, avec le implemented by. Tu peux implémenter un protocole a posteriori sur une classe existante, en le rajoutant dans son prototype et en indiquant un protocole implement, ce qui est la méga classe. Quand tu crées une classe, tu peux implémenter le protocole à la volée, et tu peux même faire hériter les protocoles, c'est-à-dire les faire se spécialiser ou s'augmenter les uns les autres. Et les implémenter soit d'un bloc, comme ici, soit implémenter séparément, genre implement ce protocole foldable avec juste folder, implement ce protocole mappable avec juste map. Tu peux même faire des protocoles qui héritent des autres en pré-implémentant les autres, carrément, juste en rajoutant des trucs à leur niveau. Enfin, c'est la fête du slip. Et ça, c'est voilà, quand tu fais des hiérarchies de classes un peu complexes avec des exigences comme ça, clairement documentées. Au niveau typage, c'est la fête, parce que ça se type super bien. Il y en a ici qui font du typage. Il y en a qui font du typage avec Flow. Non, tout le monde avec TypeScript, quoi. Ok. Un TypeScript très récent, quand même. 3.5, 3.6, 3.7, sur les choses. Ouais, ok. 3.7 vient de sortir, il est cool, hein. Un truc sympa. Et voilà. Donc voilà, il y a plein d'autres choses, hein. C'est pas du tout exhaustif. Je vous fais un petit aperçu. Tu as vu, voilà, on a dépassé le 4 minutes, mais on a démarré avec 20 minutes de retard. Il y a plein d'autres trucs. Vous pouvez aller les voir, github.com/tc39/proposals. Je termine juste en vous parlant de deux petites choses. On fait pas seulement des formations présentielles. Chez Deus Nisas, on fait des cours vidéo en ligne, en anglais et en français. Vous en avez tous un gratuit. Parmi les payants, parce qu'il y a aussi des vrais gratuits de base. Tu veux, alors mec, parmi les payants. Il vous suffit, voilà, vous avez le catalogue qui est là, bit.ly, DI, cours vidéo, et vous regardez, et vous allez sur bit.ly blend, cours vidéo, et il y a un formulaire. En fait, vous prenez une photo de votre badge, je vais vous donner le bit.ly des slides après, hein. Hop, vous me dites lequel vous voulez, je vous envoie un code, et youpi. Et on fait bien sûr des formations de ouf, notamment sur le langage, qui vont beaucoup plus loin que ce qu'on a vu là. Voilà, les slides sont sur bit.ly blend-ES 2022. Merci beaucoup.
Du coup, paf, on est déjà en bout de truc. Je sais pas s'il y a quelqu'un derrière ou pas, ou tout le monde a faim. Ouais, voilà. Moi, je peux être là 5 minutes pour les questions-réponses là tout de suite si vous voulez. Après, vous pouvez me choper la bouffe. Ou 14h30 à 15h, je suis au salon conférencier en bas, là, au -1. Vous pouvez venir me voir si vous avez d'autres questions, mais que vous avez faim maintenant. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour maintenant? Qu'est-ce que l'univers? Oui, vas-y, dis-moi, je vais répéter. Alors, tu peux pas virer des trucs, jamais, parce que sinon, tu casses Internet. En fait, JavaScript, il a cette contrainte de compatibilité ascendante à vie, parce que sinon, du jour au lendemain, tu as un site qui marchait super bien, que plus personne maintient, mais qui est critique à une boîte, et le prestataire, il est plus là, et tout ça, et tout d'un coup, juste parce que tu as upgradé ton browser, tout d'un coup, il y a des trucs qui cassent. Et en fait, ça, c'est pas possible. C'est le seul langage qui a cette contrainte de dingue, où le propriétaire du service n'a pas la main sur l'environnement dans lequel ça s'exécute, vis-à-vis de ses utilisateurs finaux. Et donc même les verrues d'origine, tu vois, le côté en mode laxiste, tu mets pas var, c'est global, ou type of nul qui renvoie object, ou ce genre de trucs absurdes, on ne peut pas les virer. Le seul truc, c'est il y a le mode strict, qui est un opt-in, qui vire des trucs, et il y a les nouveaux contextes. Par exemple, le corps de classe ou le corps de module, c'est des nouveaux contextes linguistiques. On peut se permettre d'y serrer les boulons par rapport à l'existant, parce que l'ancien code ne pouvait pas les utiliser, ça n'existait pas encore à ce moment-là. Donc il y a des choses comme ça, mais on ne peut pas juste virer un truc du jour au lendemain, le moteur qui dit ça marchait avant, je change rien mais ça marche plus. On est prisonnier de cette popularité. Voilà. Après, tu as le droit d'utiliser des règles en plus. Évidemment, il y a ESLint que tu intègres avec ton builder Webpack ou ce que tu veux, tes commits, tout ça. Tu peux passer par une surcouche, genre TypeScript, parce que tu préfères la façon. Lui, il y a des verrues qui peuvent se permettre d'interdire, puisque voilà, c'est son. Mais la meilleure manière d'interdire des saloperies, genre with, tu vois, ou le fait que eval leak des variables ou des choses comme ça, c'est plus le mode strict partout, ce que d'ailleurs Babel par défaut transpile en mode strict, hein, et un bon linter bien configuré de l'espace avec les bonnes règles métiers. C'est à peu près comme ça qu'on évite de remettre le pied dans les mêmes ornières depuis longtemps. Mais on ne peut pas enlever les trucs, non. Après, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faut voir que JavaScript, on l'utilise pour faire de plus en plus de choses, en fait, pour à peu près tout. C'est le seul langage qui est disponible dans toutes les niches de développement aujourd'hui, de l'IoT jusqu'aux API, le serverless, etc., machin, via Node, essentiellement. Et du coup, effectivement, c'est un peu normal que le périmètre du langage augmente, puisque le périmètre des use cases augmente, en fait, fondamentalement. Merci. Ouais. Je me suis rendu compte pendant ta présentation, et aussi parce que je connaissais du JavaScript, que la plupart des nouveautés de JavaScript sont dessinées par soit la Fataro, soit le LV, soit un dièse, soit un ouais, des symboles. Ouais. Et alors pas tout va dans les protocoles, on a moult mots-clés, mais oui. Et il y a pas mal de trucs cool, mais moi je trouve que c'est un peu nul en termes de lisibilité. Et ça fait un peu langage à emoji, tu vois. Ouais, tu préfères... ouais, ok. Et alors, il y a des trucs sur lesquels je trouve ça super bien, genre le point d'interrogation, point, mais ouais. Est-ce qu'on perd pas un peu en lisibilité, sachant que le code, il est surtout fait pour être relu. Ouais, je suis d'accord, le code, il est fait pour être... Il va être lu beaucoup plus qu'il n'est écrit. Ouais, exactement. Disons qu'on a encore de la marge avant d'être Perl, tu vois, mais qui est un langage en écriture seule. Tu peux l'écrire mais pas le relire. Non, on a de la marge par rapport à ça, mais en fait, si tu regardes bien l'ensemble des propals, parce que là, j'ai pas tout fait, tu as à peu près les 2/3 des propals, c'est de l'API. Donc, c'est ce qu'on appelle la lib standard. Donc là, pour le coup, c'est les constructeurs des machins, c'est naturellement des identifiants. Les itérateurs helpers, etc., etc. Il y a plus de 70 propals sur le feu en ce moment. Et quand c'est des propals syntaxiques, ce qu'il y a, c'est qu'on doit faire assez attention aux mots-clés. Soit pour des raisons de verbosité, parce que sinon on gagne en verbosité de folie. Les fonctions fléchées, par exemple, elles ont été conçues aussi pour pouvoir faire des chaînes de query quand tu fais des middleware redux ou plein d'autres trucs. Et alors les chaînes de query, déjà, tu vois, on a autorisé par exemple à enlever les parenthèses quand il n'y avait qu'un seul argument à cause de ça. Alors si c'était pour en plus mettre des mots-clés, ça aurait donné un truc imbitable. Ouais, mais j'ai l'impression qu'avant, par exemple, tu avais... Au lieu du rest opérateur, tu avais le arguments pour ouais, mais en fait, c'était pas arguments. Parce qu'au final, c'était array.prototype.slice.call arguments. Ouais, c'est ça. Et ça, ok, c'était écrit en toutes lettres, mais c'était garanti imbitable pour les gens, puisque ça supposait que pour faire un truc aussi simple qu'un rest, il fallait que tes personnes comprennent que
il y a des chaînes de prototypes, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, que les fonctions sont des objets, que ces fonctions ont une méthode call qui sert à préciser le contexte, et que tu peux donc dissocier ce contexte de l'objet d'origine pour lequel la fonction est prévue. Ce qui nécessite quand même d'être assez hardcore en JavaScript pour un besoin relativement simple. Alors certes, c'était écrit en bon anglais, mais ça faisait jouer énormément de concepts qui étaient totalement annexes à ton besoin. Donc au niveau de la syntaxe, moi, c'est vraiment un sujet. Dans chaque propal, le comité se prend vachement la chou sur cet équilibrage entre la concision, la brevity, parce qu'en fait... la concision et la lisibilité, pour essayer de trouver ce qu'on appelle le juste équilibre entre les deux, ce qu'on appelle l'expressivité. Quand c'est suffisamment concis mais suffisamment lisible, c'est expressif. Le C est concis mais pas lisible, par exemple, tu vois, donc il n'est pas expressif. Inversement, un langage qui serait entièrement, avec extrêmement peu d'opérateurs et énormément de mots, est certes lisible, mais perd tellement en concision qu'au final tu te noies. Donc c'est difficile de trouver le bon équilibre et c'est éminemment subjectif. C'est aussi pour ça qu'entre le stade 3 et le stade 4, on veut un maximum de retour de la communauté. Il est arrivé qu'on change soit d'un symbole vers un autre, par exemple, soit qu'on fournisse un équivalent. Tu vois, il y a plein de gens, par exemple, qui pensent que... Alors, Eurefrom, on l'a vu, il a d'autres intérêts. Le fait qu'Eurefrom soit une fonction bound et tout, ça a des intérêts pour les pipelines, pour les callbacks, pour tout ça. Mais ça permet aussi à des gens qui n'aiment pas trop faire un... spread dans un nouveau littéral tableau, de faire Eurefrom le tableau parce que c'est plus lisible. Tu vois, de la même manière, ceux qui ne veulent pas faire du spread sur les objets ont toujours la possibilité de le faire avec un object assign qui en plus a une sémantique un petit peu plus velue. Mais on ne fournit pas forcément... On peut parfois pas fournir en fait. Il n'y a pas physiquement une manière facile de fournir en mode API ou en mode mots-clés l'équivalent. L'autre chose aussi, c'est que plus on fournit de mots-clés, c'est très difficile de trouver des mots-clés qui n'existent pas déjà dans d'autres langages avec une autre sémantique. Et donc, on doit faire très attention à ça. Tu vois, le fait que pour les protocoles, on propose implements, c'est pas finalisé, parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, implements, c'est une sémantique très associée aux interfaces qui n'est pas la même. Et du coup, on se prend un peu le chou. On prend les mots-clés quand la feature existe dans plein d'autres langages et qu'elle est très établie avec des mots-clés. Genre class, extends, constructor, tout ça. Là, c'était l'évidence, super. C'était évident qu'on n'avait pas sorti une syntaxe pour ça, alors qu'il y avait une syntaxe basée mots-clés ultra établie dans l'écosystème. Donc là, au contraire, on reprend. Mais des fois, dans l'écosystème, la feature, elle est très établie avec des symboles, avec des opérateurs. Et du coup, on les prend. Le n suffixe sur les big int, le dièse pour le sigil pour certains accès privés, l'optional chaining ou machin, là, interrogation point, double interrogation, c'est déjà, dans la plupart des langages qui ont cette feature, ce sont ces opérateurs-là. Et du coup, on essaie de garder cette homogénéité parce que ça réduit la friction quand on rentre dans JavaScript depuis ces autres langages. Et comme l'avenir, il est dans JavaScript, dans un souci d'humanisme, on veut que ça soit plus facile pour les gens de venir à JavaScript, tu vois. mais ça ne sera jamais parfait pour tout le monde. C'est pas possible. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un vrai sujet dans les discussions des propals. C'est pas un truc auquel un jour, il y a un gars à la fin, alors qu'on a déjà tout signé, qui fait « Ah, au fait, c'est pas forcément très lisible, on aurait pu faire un mot-clé. » C'est un vrai sujet dès le départ. Tu le vois quand tu regardes les minutes des réunions mensuelles. Enfin, bimensuel, en fait, les gens disent ouais, il y a tel machin qui a dit ouais, mais en termes de visibilité, etc. Et on essaie de trouver le bon équilibre. Vas-y, on n'est pas nombreux, tu peux gueuler. Merci pour la presse. Juste une petite question, parce que je viens du monde fonctionnel, et il y a un truc que je pige pas avec JavaScript. Avec quoi? OCaml, Haskell? Non, Scala. Scala, d'accord. Et le truc que je pige pas, pourquoi le langage, alors qu'il l'est typé, pourquoi il est pas plus... Pourquoi il n'est pas statiquement typé? Voilà. Pourquoi on laisse ça à TypeScript? Parce que le typage statique, il correspond à une catégorie de contexte, de besoin, qui n'est pas universelle. D'une part, et d'autre part, parce que l'écosystème a fourni une alternative nickel, et que du coup, le comité va préférer se concentrer sur des choses que l'écosystème ne peut pas remplacer, qui viennent vraiment de la runtime. Parce que l'écosystème a fourni une alternative nickel, mais à la fin, il compile en JavaScript. Donc il y a des choses qu'il ne pourra pas faire, genre les proxies, les atomics, les shared memory, tout ça. Si ce n'est pas la runtime, c'est foutu. Fondamentalement, la puissance de JavaScript, même à l'usage pour quelqu'un qui est à l'aise en JavaScript, elle vient du fait que le typage est dynamique. C'est-à-dire que, comme on dit, les valeurs sont... Ce n'est pas les identifiants qui sont typés, c'est les valeurs.
Hein. Et c'est extrêmement pratique. Moi, j'écris tout le temps du code qui fait ça ou machin, et hop, et au final, ça tombe sur ce que je veux, et les types varient même à la rigueur au sein de l'expression. Tu te retrouves avec des espèces de monades, any ou maybe, ce genre de choses. Et donc ça, c'est cool. On peut pas l'enlever parce que ça va tuer la faisabilité de pas mal de choses. Et en fait, le typage, pour moi, le typage statique a son sweet spot, là où vraiment c'est top, c'est lorsque tu travailles sur un projet soit qui est extrêmement massif en code base, soit où il y a une grosse équipe, soit où dans son équipe il y a un turnover important. Et soit évidemment n'importe quel combo de ces trucs-là. Du style, tu es Office 365. Tu vois, et tu as les trois. Là, c'est intéressant d'avoir ce typage parce que le typage a un aspect documentaire, il a un aspect garde-fou. Et il va les erreurs de type, en particulier sur du passage un peu long, j'ai passé ça à ça, qu'il a passé à ça, qu'il a transformé comme ça, etc. L'erreur de type, elle arrive au 3e ou au 4e coup de téléphone arabe comme ça. Et dans une équipe qui bouge beaucoup, qui churn beaucoup, où les gens arrivent, etc., c'est super cool, ne serait-ce que pour la qualité de la complétion, la qualité du tooling, etc., qu'ils aient ça va booster ce truc-là, que ce soit avec Flow, avec TypeScript, on s'en fout, mais pour ça va être utile. Pour beaucoup de projets JavaScript où ils sont monopersones, où il y a 3-4 personnes dans une startup qui ont un niveau homogène, qui sont l'un en face de l'autre, il n'y a pas tellement de turnover ou autre, ils peuvent le choisir. Mais on estime qu'il ne faut pas l'imposer. La nature du langage, c'est cette dynamicité. Donc je pense que si l'écosystème n'avait pas fourni des solutions quali, type TypeScript, ça serait un sujet. Le comité s'interrogeait clairement. Dans ES4 qui n'est jamais sorti, il y avait des propositions dans ce style-là. Mais pour le coup, on a une super solution qui a sa place en userland. C'est une solution de tooling. C'est au niveau de tooling, c'est important. De toute façon, ton bytecode derrière, lui, il s'en fout. Hein. Ce que tu veux, c'est vérifier le côté correct en amont. Et du coup, voilà. Du coup, le comité fait cool. On laisse l'écosystème. Il y a des gens, une grosse équipe, extrêmement impliquée, super vivante là-dessus, qui sort des trucs tout le temps. Et puis, fait attention à ce que ça soit un surensemble exact du standard, quitte à altérer sa sémantique. Comme c'est le cas pour les décorateurs en ce moment avec TypeScript, ils sont en train d'ajuster un peu leur sémantique parce que elle est plus tout à fait compatible avec l'état de l'art de la spec, avec des niveaux de dépréciation, tout ça. Et donc du coup voilà, JavaScript fait cool, nous on peut rester dynamiquement typé. Les gens qui ont besoin, il y a une vraie bonne solution. Voilà. À tel point d'ailleurs que moi, tu vois, je ne suis pas le client, je ne fais pas du typage. 2 fois dans l'année, je passe 3 heures sur un bug où clairement avec du typage, je l'aurais eu tout de suite. Typiquement ce genre de tu vois. Mais 2 fois dans l'année. Et je bénéficie de TypeScript indirectement parce que je suis dans VS Code et que toutes ces fonctionnalités JavaScript elles sont basées sur son moteur TypeScript, donc cool, tu vois. Mais voilà pourquoi il y a ce split. Oui. Sur Reason, moi j'adore, tu vois, forcément, parce que moi j'ai fait du Haskell en production dès 2000, donc forcément. Reason, c'est trop cool. Même s'il y a des choses dans la syntaxe, tu sens qu'il vient d'OCaml à la base. Et c'est les mêmes choses qu'en OCaml. Je faisais, tu vois, le comportement de Any, par exemple, il est un peu. Mais en vrai, aujourd'hui, à part Facebook, personne n'en fait en prod. Par contre, c'est rigolo. Moi j'aime bien. Si, j'y vois un avenir. Je pense que ça va grandir. Je pense que par contre, tu n'auras jamais 10%, tu vois, de Reason, quoi. Je pense que, à mon avis, la communauté de Reason va encore grandir pas mal, mais elle va se cristalliser autour de certains problème space, tu sais, certaines typologies d'applications, plus probablement back ou noyau ou moteur ou IA que front. Parce que tout ce qui est basé sur l'inférence dans des langages fonctionnels, c'est cadeau. Et donc de ce point de vue-là, il y a des choses qui sont vraiment sympas. Aujourd'hui, ce qui gêne un peu Reason, c'est la toolchain, quoi. Tu vois, BuckleScript, il y a un bus factor de folie, il y a un mec. Il lui arrive un problème, en plus il est américain, ça veut dire qu'il lui arrive un problème, c'est Breaking Bad, hein, donc il aura autre chose à faire. C'est du jour au lendemain, tout d'un coup, tu vois, on ne peut plus vraiment maintenir. Mais Facebook en fait énormément, donc ils ont un vested interest dedans, donc ils maintiendront, c'est un peu comme Babel, tu vois.
Babel, à un moment, vous savez, Mackenzie, il meurt, on est foutu, tu vois. Aujourd'hui, donc, mais j'arrive pas, tu vois, c'est comme, ça fait très longtemps qu'on a des langages, qu'on a des Haskell2JS, du OCaml2JS, du machin, sous des tas de manières, et qui restent à la marge, pour pas dire strictement académique dans certains cas. Ouais, mais et du coup, moi, je place beaucoup plus de foi dans la percée des concepts et des syntaxes fonctionnelles dans JS même, où il y en a énormément dans Feature 1 et tout, et à la rigueur, ça me va. L'important, c'est que je vois des gens faire des pipelines ou du pattern matching ou machin. Voilà. Si c'est en plus en JS direct, c'est hop, tout un tooling qui dégage, etc. Et simplement donner ces concepts-là aux gens, quoi. Parce que le modèle de programmation est beaucoup plus élégant, il y a des classes entières de bugs qui dégagent, ça s'optimise de folie maintenant qu'on a été le call optimization et tout, donc chaque fois que je vois des gens faire des boucles, je meurs, tu vois, sauf for off à la rigueur, mais les for numériques, les machins, ou même le for each, chaque fois je fais oh, non c'est pas maintenable, c'est pas joli, il y a des effets de bord partout, qu'est-ce que tu fais? C'est comme quand je vois les gens faire un let, tu vois, mais non, tu vas jamais le réaffecter, fais un const. C'est optimisable différemment. Donc voilà, moi j'adore, parce que moi j'adore la programmation fonctionnelle, mais je place plus d'espoir dans l'apparition de ces features dans JS même. Que dans parce qu'en fait, il y a plus de 300 langages qui transpilent vers JS. Donc, avant, c'était recensé sur un site qui s'appelait AltJS, mais qui n'est plus maintenu. Il y a des transpilers vers JS pour à peu près tous les langages de la planète. Tu peux transpiler du COBOL ou du Fortran en JS si tu as envie. Pourquoi tu ferais ça? Je me le demande. Pourquoi tu faisais du COBOL déjà? Mais JS, c'est vraiment une target de compilation aujourd'hui pour plein de trucs. Des fois c'est touchy, hein, tu vois, quand tu veux transpiler Haskell vers JS, tu fais ouais, faut en avoir envie, puis la preuve coq elle est plus compliquée, tu vois. mais voilà, moi j'aime bien esthétiquement, parce que voilà, tout ce qui touche à la prog fonctionnelle, machin. Mais c'est vrai que je suis assez dubitatif de la capacité à percer au-delà en general purpose, tu vois, en utilisation pour toutes les applis du quotidien, site web, appli web. J'imagine assez mal, même s'il y a un Reason React, j'imagine assez mal que ça devienne prégnant dans l'univers React. Tu vois. Ah, c'est deux esthétiques qui n'ont rien à voir. Ouais. Tant qu'à faire un truc où ouais, bah oui, ouais, évidemment, le typage, il est plus fluide, il est 100% inféré. Ah oui. À condition que tu commences à nommer tes types et machin, parce que sinon, là, au bout d'un inférence, ce truc télécoma, c'est pas très lisible. Ok, je vais vous laisser aller manger. Je suis moi-même en train de manger quelque part, et puis salon des conférenciers de 14h30 à 15h. Merci.